Travailler avec les enfants, c'est être disponible tout le temps, écouter, rassurer, cadrer, répéter, accompagner, parfois dans le bruit, souvent dans l'urgence. On s'attache, on s'investit, on donne sans compter, mais cette énergie permanente a un coût. Comment accompagner sans s'épuiser et comment rester présent sans se vider? Bienvenue dans l'envers du décor. Aujourd'hui, on va parler d'une réalité que connaissent tous ceux qui travaillent avec les enfants, l'engagement intense et l'épuisement qui guette. Parce que travailler avec les enfants, c'est porter leur énergie, leurs émotions, leurs besoins et leur imprévisibilité. Un métier magnifique, oui, mais très exigeant, où on est sollicité du matin au soir. Comment tenir dans la durée? Comment rester disponible sans se surcharger émotionnellement? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec lucidité. Travailler avec les enfants exige une présence mentale et émotionnelle constante, c'est-à-dire on doit toujours être hyper vigilant. Les journées sont pleines d'interruptions, d'imprévus et de comportements à gérer et aussi de besoins immédiats à satisfaire parce que ce sont des enfants, quel que soit leur âge, il faut toujours être sur le qui-vive. Et beaucoup d'éducateurs parlent d'épuisement nerveux plus que physique en fait. C'est vraiment au niveau de l'émotionnel que tout se joue, surtout quand on sait, quand on se souvient que les enfants sont sont des êtres éminemment émotionnels. Et l'environnement avec des enfants, surtout quand il y en a beaucoup, est souvent très bruyant, chargé, hyper stimulant, en fait, ce qui épuise le système nerveux. Le risque, évidemment, de cet environnement constant au quotidien, c'est la fatigue chronique, c'est l'irritabilité, c'est l'hypersensibilité, mais c'est aussi la perte de patience. Alors, quand on se retrouve à crier au lieu de parler, là, quand on a tous ces signes réunis, c'est quand même le signe d'un début de burn-out éducatif. Celui-ci, on en parle très peu. On parle de burn-out en règle générale, mais le burn-out éducatif est très particulier parce que, en fait, ce métier est parfois perçu comme étant naturel. Ah, c'est beau de travailler avec les enfants, mais il est aussi perçu comme étant évident. C'est normal, c'est évident, les enfants, c'est beau, etc. Mais le problème, il demande une énergie psychique considérable. Et c'est justement ça qu'on a du mal à prendre en compte. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre les ressorts de la fatigue éducative? Pourquoi fatigue éducative? On parle de fatigue éducative parce que les enfants sollicitent en continu. Ce n'est pas à un moment et c'est pas à heure fixe, c'est à n'importe quel moment. Ils sollicitent notre attention en continu et c'est sans filtre en fait. Les questions, les émotions à gérer, les conflits, les demandes d'attention, les demandes de présence aussi. La vraie présence, c'est pas juste être là physiquement, être dans mon téléphone, non, c'est vraiment être à l'écoute de l'enfant. Et l'adulte, lui, il doit tout réguler. Il fait office de tour de contrôle puisque les enfants n'ont pas cette possibilité au niveau de leur cerveau de la régulation émotionnelle. C'est l'adulte, pardon, qui fait office de tour de contrôle émotionnel, qui apaise, qui raisonne, qui accompagne. Et justement, accompagner un enfant, c'est une chose, mais quand on travaille avec beaucoup d'enfants, il faut accompagner et réguler le groupe. Il faut également accompagner les dynamiques de ce groupe et puis les besoins individuels à l'intérieur du groupe et en même temps assurer la sécurité de ce groupe. Et les comportements invisibles, les comportements difficiles qui s'ajoutent à l'intérieur de la dynamique de groupe, créent une charge émotionnelle supplémentaire qui est invisible. Et la pression, pour terminer, la pression parentale et institutionnelle ajoute aussi un niveau d'exigence supplémentaire pour les éducateurs. En gros, on a compris que le cerveau de l'éducateur fonctionne souvent en surveillance permanente et c'est ça justement qui l'épuise. En gros, travailler avec les enfants, c'est vraiment porter leur énergie, leurs émotions, leurs insécurités, mais aussi leurs histoires, tout en restant stable soi-même. Et ça, c'est une équation qui est particulièrement difficile, on va dire, ne serait-ce qu'à résoudre, mais à maintenir. C'est un équilibre qui est vraiment précaire. Et surtout, quand c'est notre métier, quand c'est le métier de l'éducateur, ben voilà, quand c'est son quotidien, c'est très, très dur, effectivement, de rester stable, égal à soi-même tout le temps, parce que
l'éducateur, lui aussi, a une vie privée. Il a peut-être aussi des enfants, hein. Donc déjà à l'école ou au centre de loisirs ou encore à la crèche ou encore dans quelque autre structure qui accueille des enfants. Mais ensuite, il y a la maison aussi à gérer. Et là, maintenant, on va commencer à se dire la vérité. On va voir 3 leviers concrets pour ne pas s'épuiser dans l'accompagnement des enfants. Le premier levier consiste à se protéger émotionnellement sans se fermer. C'est-à-dire, je suis là, je suis totalement là, mais je n'absorbe pas tout ce qui se passe et tout ce qui te traverse. Voilà. Donc, il faut faire une différence entre l'empathie et l'absorption. L'empathie, c'est effectivement être avec l'autre, accueillir l'émotion de l'enfant, mais ne pas l'absorber comme une éponge. On ne va pas se mettre dans le même état émotionnel que l'enfant. Très souvent, en fait, on ne se rend pas compte qu'on se met dans un état émotionnel qui répond à celui de l'enfant. C'est-à-dire, quand un enfant est tombé et qu'on a eu peur et qu'il vient pleurer, on lui dit « Oh, ça va, c'est pas grave, etc. » Mais comme on l'a vu tomber, on a eu peur, nous aussi. Donc on lui dit « C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ça va aller, tu es un grand garçon, tu es une grande fille. » Alors déjà, la première chose à faire, accueillir l'émotion de l'enfant, ce n'est pas dire « c'est pas grave ». Ce n'est pas grave disqualifie en fait ce qui s'est passé. C'est « Ah oui, j'ai vu que tu es tombé, tu as dû te faire mal. Je suis là, ça va passer, je comprends, ça fait mal. » Donc c'est accueillir l'émotion de l'enfant. Et aussi, c'est gérer en même temps la peur qu'on a eue que cette chute soit fatale ou soit, enfin, prête à conséquence pour cet enfant. Donc, c'est vraiment gérer notre niveau émotionnel, savoir revenir au calme tout de suite parce que l'enfant est un être émotionnel. Il comprend effectivement ce qu'on dit avec les mots, mais ce à quoi il est le plus réceptif, à 80%, je dirais même 85%, voire même plus, c'est notre état émotionnel. Donc, si notre cœur bat toujours la chamade, et si on dit c'est pas grave, effectivement, et que l'enfant sent que notre cœur bat à toute vitesse, qu'il bat fort, il va pleurer encore plus fort. Donc, ce qu'il convient de faire, c'est vrai, c'est difficile à faire, c'est de dire moi aussi j'ai eu peur. Je vois, tu es tombé, tu t'es fait mal, mais quand je t'ai vu tomber, moi aussi j'ai eu peur. Mais je suis calme et je suis content ou contente que rien ne se soit, que ce ne soit pas très grave, que tu n'aies rien de grave. Et le calmer comme ça. Donc, la deuxième chose aussi dans cette première partie de se protéger émotionnellement sans se fermer, c'est il ne faut pas porter les émotions de l'enfant comme si elles étaient les siennes. C'est-à-dire, d'une certaine façon, il est primordial de ne pas se mettre à la place de l'enfant dans l'émotion négative qu'il ressent. C'est-à-dire que si l'enfant est en colère, s'il ne se calme pas, je n'ai pas à me mettre en colère. Moi, je dois faire le contrepoids et constituer un contre-coup émotionnel, un contrepoids, pardon, pas un contre-coup, un contrepoids émotionnel pour que l'enfant puisse s'apaiser. Et un petit indice, une petite astuce, c'est d'utiliser des micro-pauses émotionnelles dans la journée pour se réguler émotionnellement. Vous pouvez vous mettre une petite alarme pour vous dire « Ah, ça c'est mon time out, voilà, c'est mon temps à part de moi pour me réguler émotionnellement ». Vous pouvez vous créer une pensée, on appelle ça un ancrage émotionnel, une pensée agréable. Vous vous mettez dehors, vous allez prendre l'air, ou vous vous enfermez aux toilettes, ça dépend de la configuration du lieu. Et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est penser à quelque chose d'agréable, à respirer avant de retourner dans le tumulte, dans le bruit, avant de retourner dans la fosse. Voilà. Et la deuxième chose, le deuxième point, c'est de rééquilibrer l'engagement et l'hygiène mentale. À quel point est-ce que je me donne à fond dans ce que je fais, dans mon métier d'éducateur?
Il faut accepter qu'on ne peut pas répondre à tout, tout le temps. Oui, on doit être disponible, mais il y a aussi notre intégrité physique, émotionnelle et mentale à préserver. Et c'est justement quand on la préserve qu'on ne tombe pas dans les extrêmes. Il s'agit également de ritualiser les temps de respiration, même quand ils sont courts. Comme je vous disais tout à l'heure, vous sortez, vous allez prendre l'air, vous respirez, vous faites des exercices de cohérence cardiaque, ou vous pensez à autre chose. N'allez pas regarder votre portable et regarder les choses qu'il y a encore à faire. Le principe de la pause consiste à se vider la tête, en fait. Pas à se vider la tête avec des choses négatives ou encore une checklist et des to-do list des choses à faire, mais vraiment de créer une sorte d'espace-temps, de paix, où on peut se ressourcer, où on peut se restaurer. Et s'accorder donc cette décompression en fin de journée pour vider le trop-plein fait aussi partie des astuces à faire, des astuces à mettre en place, à adopter. Parce que quand on sort du travail, quand on est un éducateur ou quand on a un travail stressant et qu'on rentre à la maison sans sas de décompression, là on peut être sûr que c'est le feu d'artifice à la maison. Rien ne va plus, faites vos jeux. C'est terminé. Ah, je suis sûre que les enfants n'ont pas vidé la poubelle. Je suis sûre que si c'est... On est déjà monstré avant même de mettre le pied hors de la voiture. L'idéal, c'est de se créer en fait une zone tampon, une zone de décompression. On va marcher un petit peu au bord de la mer, où on se ménage ce temps, vraiment que ce soit une demi-heure, rentrer une demi-heure plus tard pour préparer le repas, avant de rentrer à la maison, avant de devoir s'occuper des enfants, avant de devoir s'occuper de se faire à dîner, que l'on soit homme ou femme, hein, c'est exactement la même chose. Le principe est le même. Retrouver son calme avant de rentrer dans son autre vie. La troisième chose, le troisième point, c'est de normaliser l'idée que travailler avec les enfants fatigue vraiment. C'est vrai qu'on veut nous faire croire que travailler avec des enfants, c'est la chose la plus belle qui existe au monde. Oui, non, mais non, en fait. Je suis désolée, c'est-à-dire que quand c'est pas bien fait et quand on n'est pas conscient de tout ce que ça demande et qu'on n'adapte pas notre organisation de vie aux prérequis du poste et de la fonction, ça devient un véritable bagne, ça devient l'enfer. Il faut sortir du mythe, en fait, c'est naturel d'aimer les enfants, donc ce n'est pas épuisant. Oui, c'est naturel d'aimer les enfants, mais c'est super épuisant, en fait. Et il faut reconnaître cette charge pour mieux la gérer. C'est pas parce qu'on aime faire qu'on n'est pas fatigué, que ça ne fatigue pas de faire ce qu'on aime faire. Et puis aussi, il faut partager entre professionnels du métier ce qui épuise vraiment, parce que trouver une oreille qui comprend, une oreille attentive, et puis partager les pratiques, analyser les pratiques, et trouver entre professionnels des façons de faire qui sont différentes et qui sont complémentaires à la fois et qui répondent à nos besoins réels, c'est fondamental pour garder aussi l'amour du métier. Et bien voilà, travailler avec les enfants aujourd'hui, c'est terminé. Pour nous, aujourd'hui, en fait, travailler donc avec les enfants, on a vu que c'est être présent dans leur monde émotionnel, mais pour vraiment les accompagner, en fait, et pour mieux les accompagner, il faut garder cet espace pour nous, cet espace à l'intérieur de nous, un espace pour soi. L'épuisement, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal qu'il ne s'agit pas d'ignorer, parce que les enfants sont aussi des éponges. Et si on ne prend pas soin de nous-mêmes, on ne sait plus prendre bien soin d'eux. Écouter ce signal permet justement de retrouver notre souffle et une justesse dans l'exercice de la fonction. Et pour approfondir sur la gestion émotionnelle et sur la préservation de son intégrité, je vous invite à découvrir l'univers de Bicom en ligne www.bicom-devenez.com. Il y a plein de choses à découvrir sur ce site internet. Je vous invite à le faire. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous pour de vrai.